sommes à la Cité de la Muette à Drancy, dans un ensemble de logements qui compte à peu près aujourd'hui un peu plus de 350 logements. Un site qui est dans la lignée des grandes opérations de logements sociaux qui se sont développées à partir des années 10. L'ensemble a été conçu, réalisé par l'Office public d'habitation et marché du département de la Seine, qui est dirigé par un élu local, Henri Sellier. Et il va faire appel à deux architectes, Baudouin et Lodz, qui sont extrêmement intéressants pour leur œuvre architecturale. Ils vont non plus construire à l'horizontale, mais passer à la verticale et réaliser les premiers gratte-ciel de la région parisienne, tels qu'on les appelle à l'époque. Le projet qui nous intéresse est extrêmement avant-gardiste pour son époque, parce que les éléments qui en font son essence constructive ont vraiment été développés après la guerre de 40, voire même dans les années 60-70. Notamment un élément, je dirais, qui encore aujourd'hui fascine les architectes, c'est les baies vitrées toute hauteur qu'on a dans les logements, qui sont issus des ateliers de Jean Prouvé. Donc à l'époque, Jean Prouvé travaillait plutôt comme industriel de fabrication de métallerie, avant qu'il ait sa carrière très connue, plus proche de l'architecture que de la fabrication. Donc le chantier commence en 1931 et c'est de fait une mauvaise période puisque c'est à ce moment-là que la crise mondiale consécutive au krach de Wall Street se fait sentir en France. Et ils sont confrontés à un problème inattendu, c'est qu'en fait la crise est tellement forte qu'ils ne trouvent pas preneur. Donc l'Office de la Seine va être obligé en fait de céder à une demande insistante qui est de loger en fait des gendarmes qui n'ont pas de logement prévu par le ministère de la Défense. Quand la guerre commence, après l'invasion par la Wehrmacht de la France, le 14 juin 1940, les troupes qui arrivent à Drancy vont trouver ce qui leur apparaît comme un casernement de gendarmes. Ils s'y installent et puis ils voient l'immeuble U et ils se disent que ce bâtiment donc inachevé disponible ferait un excellent camp de prisonniers de guerre. À partir de juillet 1941, la décision est prise d'en faire le camp des Juifs de la région parisienne avec une rafle qui est programmée à partir du 20 août 1941 avec plus de 4000 et quelques personnes internées. Et on va avoir cette action répressive qui n'est pas du registre de la persécution telle qu'on la connaît ensuite avec les déportations qui vont se mettre en place en France au cours de l'année 1942. À partir de la décision de l'application de la solution finale par les nazis, on a du coup des déportations qui s'organisent et à partir de juin, on est dans la préparation de la rafle du Veldiv, qui est vraiment l'application de la solution finale à l'échelle de la France. Et donc dans le camp de Drancy, ça a des incidences puisque ça devient un camp de transit où certaines personnes ne vont passer que 3 jours entre leur arrivée et leur départ vers Auschwitz depuis la gare du Bourget de Drancy. Très rapidement, dès les années 1948, un projet d'aménagement des logements de l'ensemble du U est mis en œuvre. Donc on est sur un bâtiment très graphique, on a l'impression de voir une œuvre géométrique presque noir et blanc, qui a pu paraître un petit peu raide et violent dans les années 70-80. Et donc la cité a fait l'objet d'une rénovation pour adoucir l'ensemble des façades, mais qui en contrepartie a dénaturé finalement l'œuvre initiale. À la fin des années 90, donc, le bailleur décide de lancer une grande opération de réhabilitation sur l'ensemble des logements. Le projet permet une amélioration thermique, mais réduit de façon drastique la dimension des fenêtres. Et donc, il change complètement la polychromie du bâtiment. Donc là encore, comme on l'a déjà vu dans les années précédentes, on est sur un appauvrissement assez important de la qualité architecturale de l'ensemble. Et ça va alerter un certain nombre de personnes et le ministère de la Culture décide de classer monument historique l'ensemble du site. Et donc c'est définitivement validé en mai 2001 et va désormais guider l'ensemble des travaux en fonction de cette dimension de monument historique avec l'idée de
restaurer, de réhabiliter au mieux l'état initial, mais de le faire en ayant toujours en tête que ça a aussi été un lieu d'internement et de transit. La réhabilitation qui va commencer très prochainement, elle est enfin à l'échelle de l'ensemble de la cité et elle s'articule à nouveau sur à la fois la nécessité de moderniser les logements pour qu'ils soient plus agréables à vivre et puis d'articuler cette restauration architecturale avec une précaution maximum du registre mémoriel. L'opération qui a eu lieu à la fin des années 2000 a permis la restitution des fameuses grandes fenêtres à galandage qui disparaissent à l'intérieur des parois de façade. Et lors du démontage de ces cloisons, ont été découverts de nombreux graffitis qui datent de l'époque de la guerre de 40 et donc de l'internement des futurs déportés. Et donc on s'attend évidemment dans la future réhabilitation à trouver des dispositions similaires. Et donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir anticiper et prévoir dans le cadre du chantier le démontage soigné de ces parois et leur numérotation. Donc les dispositions sont mises en œuvre et mises en place pour essayer au mieux de les préserver. Désormais, il faut toujours penser les deux dimensions que sont l'architecture et la mémoire et les penser de façon positive, c'est-à-dire qu'elles s'apportent mutuellement une attention plus soutenue. Quand il a été envisagé de muséifier cette cité pour en faire un lieu de mémoire et seulement un lieu de mémoire, Simone Veil, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, a dit très clairement non, cette cité est une cité de logement social, elle doit le rester. S'il doit y avoir un lieu d'interprétation, un musée, ce sera en face, mais certainement pas dans la cité.